Ok, bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui on va parler de tests logiciels sur cette session. Car pour moi les tests c'est vraiment un outil hyper important qui m'aide vraiment au quotidien. Et ça fait quand même quelques années que je travaille et j'ai pu m'apercevoir que les tests n'étaient clairement pas automatiques. Et si je me souviens bien quand j'ai commencé, clairement je ne testais pas mon code et l'apprentissage du test a été quand même assez long. Ça m'a pris du temps à avoir tout ce qu'il fallait pour être en capacité de facilement tester mon code. Et donc ça m'a donné envie de justement parler de ce sujet pour donner un maximum de tips aux personnes qui veulent apprendre à tester. Je me rapproche. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai par exemple utilisé ce fond d'écran qui est une hache. On pourrait considérer que les tests pour moi, si on part un peu sur un cliché, ça pourrait être la hache pour le bûcheron ou la truelle pour le maçon. C'est pour vous donner l'ordre d'importance qu'a le test à mes yeux. Alors avant ça, je vais commencer rapidement par me présenter. Je m'appelle Arnaud Langlade, je suis ingénieur indépendant. Donc si vous avez besoin d'aide dans vos équipes pour produire du logiciel durable ou être coaché sur les bonnes pratiques, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et j'en profite aussi pour vous donner mon nickname sur les réseaux sociaux. Donc comme je le disais, quand j'ai commencé à développer, je ne testais pas. Et la façon dont je développais, je commençais par installer tous les outils dont j'avais besoin. Donc la chose en général que j'avais tout le temps besoin, c'était une base de données parce que je devais persister des informations en base de données. Donc j'ai installé une base, après je travaillais sur le schéma de base de données. Et à partir de ce moment-là, j'étais en capacité de pouvoir écrire du code. Donc je commençais à écrire ma première feature et donc du coup je devais écrire toute ma feature, et qu'elle soit fonctionnelle, pour être en capacité de la tester manuellement. En gros, d'avoir une UI qui me permettait de cliquer un peu partout et voir si ce que j'avais fait fonctionnait bien. Le problème ici, c'est qu'en fait, avec cette façon de faire, j'étais obligé d'avoir une feature fonctionnelle pour la tester. Ça voulait dire que globalement, je pouvais travailler des heures, voire des fois des jours quand cette feature était énorme, pour juste avoir le droit de cliquer quelque part. Et le problème après, c'est que je passais autant de temps, voire beaucoup plus de temps à débugger ce que j'avais codé que finalement à vraiment coder une feature qui allait apporter de la valeur en prod. Donc ça, c'était pas le truc le plus fun de la partie du développement. Et il y a aussi une autre problématique, c'est que je prenais des choix technologiques très tôt dans le projet. C'est-à-dire qu'avant de commencer quoi que ce soit, j'avais déjà mes outils installés et configurés. Donc potentiellement, si par exemple je choisissais une base de données comme MySQL, est-ce que ça allait être le bon choix sur le long terme? Ça, on ne sait pas. C'est toujours plus simple de commencer à prendre des choix à partir du moment où on a eu un peu de feedback, de retour, de données pour prendre les bons choix. À partir de là, j'ai continué à essayer d'apprendre les bonnes pratiques et je suis tombé sur le test logiciel. Et clairement, ça a clairement changé ma vision de faire du logiciel. Donc dans le monde du logiciel, clairement, il y a pléthore de tests, de types de tests, ou du moins. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur les tests unitaires. Hop. Les slides n'avancent plus. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon, il y a un peu de lag. OK. Ok, donc maintenant on va définir ce qu'est un test unitaire. En gros, un test unitaire, ça va être un test automatisé qui va être écrit et lancé par un ou une dev. Et ce test va garantir qu'une section de l'application fonctionne comme prévu. Et cette section, on l'appelle unit. D'où le nom unit test, on va tester une unité. On parle souvent de pyramide de test quand on parle de tests. Et en général, comment on lit cette pyramide? C'est à la base, vous avez le type de test qu'on veut le plus, et plus on va monter dans la pyramide des tests, et moins on voudra ce type de test. Et donc du coup, les tests unitaires sont clairement à la racine de la pyramide des tests. Pourquoi? Parce que on peut avoir un feedback très rapide grâce à des tests unitaires, et surtout, ils vont aussi aider à développer nos features. Concrètement, par exemple, un test end-to-end qui, lui, va être très long, des fois un peu flaky, ça va être compliqué de les mettre en place et ils vont avoir un autre but qui vont plutôt éviter les régressions. Donc on va limiter au maximum ce type de test-là pour avoir le strict minimum et les tests les plus pertinents.
Les tests unitaires, en fait, on veut qu'ils soient rapides. Et pour qu'ils soient rapides, globalement, en fait, on ne va pas vouloir que le code qu'on teste unitairement utilise des I/O ou produise des side effects. Globalement, ce qu'on va vouloir, c'est s'assurer grâce à un test unitaire qu'un algorithme ou une partie de l'application fonctionne comme il faut, mais on ne va pas vouloir se soucier que ce morceau de code utilise bien nos outils ou intègre bien ces outils. Et ça permettra de les avoir très rapides. Et ça va nous aider aussi à développer progressivement nos features. Avant, j'étais obligé de développer toute une feature entière pour avoir du feedback. L'avantage avec les tests unitaires, c'est qu'au lieu de coder une feature dans sa globalité, en fait, on va pouvoir choisir une unit, une section de l'application, et valider par un test qu'elle fonctionne bien. Et donc ça, après, on va pouvoir reproduire l'opération X fois, et ça va nous donner X briques. Et l'avantage, c'est que toutes ces briques seront validées par un test, donc on pourra considérer qu'elles sont fonctionnelles. Et l'avantage, c'est qu'après, grâce à ces briques, on peut les assembler, et ça nous donnera notre feature, quoi. Et on aura du feedback progressivement, et ça nous servira à construire nos features. Donc ce qui va être bien avec ça, c'est qu'on va travailler du coup sur de petits incréments. Au lieu de potentiellement bosser 3 jours sur un truc pour après passer 6 jours à le débugger, là en fait on aura du feedback instantané grâce au test et en fait on validera aussi que tout fonctionne bien. Ça va faciliter le refacto. C'est toujours plus simple de refactorer un morceau de code qui est couvert par les tests parce que tout simplement à partir du moment où vous touchez ce code, si vous lancez les tests, ils vont vous dire oui ou non, ce que vous avez fait fonctionne bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça va surtout éviter la petite peur du refacto en disant cette partie de l'application, on sait qu'elle est pourrie, mais on ne va pas y toucher parce que on a peur de casser la prod, quoi. Et tant qu'on n'a pas besoin d'y toucher, on la laisse là et plus ça va et plus on la laisse pourrir. Et ça, l'avantage d'avoir des tests, c'est que ça enlève cette peur et c'est vraiment pas mal. Ça va permettre aussi de vous faire évoluer vos applications plus sereinement. Par exemple, il y a très longtemps, j'ai travaillé sur une app qui était assez complexe. Et une fois qu'on a release la première version, en fait, à chaque fois qu'on devait release un petit fixe ou un petit patch, notre chef de projet mettait 2 à 3 jours à resetter toute l'application pour voir si une toute petite modif n'avait rien cassé, quoi. Et vu qu'on n'avait pas de test, c'était hyper long. Si on avait vraiment une stratégie de test sur ce projet-là, ça n'aurait pas évité la phase de recette, mais pour le coup, ça aurait quand même grandement simplifié la vie de notre chef de projet. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait fait une phase de recette pour voir si tout allait bien, mais beaucoup plus minime. Et on se serait basé sur les tests pour avoir cette assurance de livrer quelque chose de fonctionnel. Donc maintenant, on va voir à quoi ressemble un test. Alors pour info, tout le long de la presse, on va parler de map et de marqueurs. Donc on va mettre des points sur une carte et en général on mettra le sunset. Alors, un test, ça s'articule autour de trois choses qui va être le arrange, le act et le assert. Ici, on a un use case où je veux ajouter un marqueur sur une map. Donc le arrange, en fait, ça va être tout ce dont j'ai besoin pour setuper mon test et être en capacité de tester quelque chose. Donc ici, ce que je vais vouloir, c'est, dans ce cas-là, instancier un objet map avec une liste de marqueurs vide. Et ça va me permettre, dans le act, de pouvoir exécuter le morceau de code que je vais vouloir tester. Et donc ici, c'est une méthode, le addMarker. Et là, du coup, je vais pouvoir ajouter le sunset sur la map. Et le assert, ça va me permettre de vérifier que le morceau de code que j'ai exécuté produit le bon résultat. Et donc ici, ce que je vais vérifier, c'est que le sunset est bien sur la map. Donc ce test, c'est quand même assez simple et du coup, on pourrait se demander, mais dans ce cas-là, pourquoi ça va être compliqué quand la première fois, on se lance dans l'écriture d'un test. Et maintenant, on va voir potentiellement toutes les problématiques qu'on peut rencontrer et toutes les choses qui peuvent bloquer lorsqu'on veut écrire des tests. Alors la première problématique qu'on peut rencontrer, c'est le fait de coupler trop de choses les unes avec les autres. Donc le coupling, ça va être le degré d'interdépendance entre deux modules. En gros, à savoir à quel point ils vont être liés l'un à l'autre, ou trop liés l'un à l'autre. On va prendre un exemple. Peut-être le plus parlant, c'est le fait d'utiliser un singleton. Donc ici, MyClass utilise
un singleton. En gros, je vais récupérer l'instance de mon repository Postgres dans la méthode myMethod. Et le problème ici, c'est que pour pouvoir lancer et exécuter ce code, il faudrait que j'ai une base de données Postgres up and running pour que ce code puisse fonctionner. Et donc là, clairement, on a créé un couplage très fort entre myClass et le Postgres repository. Un autre exemple de coupling, ça va être le fait de dépendre de classes concrètes. Ici, on n'utilise plus le singleton, mais on injecte dans myClass l'instance concrète du Postgres repository. Ce qui fait que, ici, cette classe ne pourra utiliser que le Postgres repository ou ses enfants. Le couplage est peut-être un peu moins fort, mais il y a quand même toujours couplage. Et le pattern qui va clairement nous sauver la vie, ça va être l'inversion de dépendance. Et clairement, on va voir tout au long de la conf, c'est le pattern qui va souvent nous sauver la vie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce pattern? Il dit que des modules devraient seulement dépendre d'abstractions. Une abstraction, globalement, c'est une interface. Que les abstractions ne devraient pas dépendre de détails, donc pas d'une classe concrète, et que les détails devraient seulement dépendre d'abstractions. Bon, on va voir ce que ça veut dire avec un petit schéma. Si j'ai une classe concrète, ce que je vais vouloir éviter, pour coupler cette classe à une autre classe, c'est qu'elle dépende directement d'une autre classe concrète. Mais je vais vouloir la faire dépendre plutôt d'une abstraction. En gros, ça va être une interface. Et une interface, ça va permettre de définir un contrat. Ce contrat, on va pouvoir l'implémenter de X façons différentes. Et donc, du coup, en fonction du contexte, on pourra utiliser telle ou telle implémentation, ce qui va rendre déjà le code beaucoup plus modulaire. Et ce qu'on va vouloir aussi, c'est ne pas recoupler une abstraction qui, du coup, et un contrat générique à une classe concrète, parce que du coup on va recréer un couplage. C'est ce qu'on veut éviter. Un autre problème aussi, ça va être de vouloir tester du code qui utilise des IO. Du moins, unit tester du code qui utilise des IO. Donc les IO, c'est les entrées-sorties. Typiquement, ça va être les outils que vous allez utiliser dans votre application. Votre base de données, aller chercher des choses sur le file system, faire un call HTTP vers un service externe, etc. Comme je le disais au début, ce qu'on veut quand on écrit un test unitaire, c'est vérifier du coup qu'une section de l'application fonctionne comme il faut. Vérifier que le comportement, par exemple le métier qui implémente une méthode, ou la logique, respecte bien ce qu'on veut. Mais ce qu'on va vouloir absolument, c'est éviter que clairement on vérifie que les données soient bien persistées à ce moment-là. Ce qu'on va vouloir faire, c'est séparer en gros ces deux mondes. Pour illustrer ça, on va prendre un petit exemple de code. Ici, on a une classe addMarkerToMap qui en gros va se charger d'ajouter un marqueur sur la map. Donc on peut voir qu'on utilise à nouveau notre petit singleton pour récupérer l'instance d'un repository. Ce repository va nous permettre de pouvoir récupérer en fonction d'un ID un objet map. Et on va pouvoir appeler la méthode addMarker qui permettra d'ajouter le marqueur sur la map. Et on repersiste les changes pour valider tout ça. Donc, comme on a pu le voir avant, ce qui va poser problème ici, c'est qu'on utilise un repository Postgres, dont du coup, on utilise des IO et ça va rendre ce code difficilement testable unitairement. La solution, comme je vous l'ai dit, ça va être souvent l'inversion de dépendance. Et là, on va appliquer clairement ce pattern. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un contrat. Donc définir une interface qui va spécifier comment on va sauvegarder les maps en base de données, ou même les persister de manière globale, ou récupérer les maps. Donc pour info, en général, quand je crée un repos, soit j'ai un terme vraiment qui me vient du métier, je l'utilise, et si je n'ai pas un terme métier pour nommer ce repository, en général, je prends l'agrégat que je pluralise, d'où le nom maps. Et ça va me permettre de pouvoir avoir une première implémentation, l'in-memory maps, qui, elle, va stocker des objets map en mémoire. Et cette instance, en fait, cette implémentation, pardon, je vais pouvoir l'utiliser dans mes tests parce qu'elle va utiliser strictement aucun I/O. Donc pour info, sur le reste de la presse, en général, je vais préfixer tous mes instances, mes implémentations de dev par in-memory. Et donc,
je vais avoir besoin quand même d'une seconde implémentation qui va être le PostgreMaps qui, elle, forcément utilisera vraiment une base de données Postgres parce que ce qu'on veut, c'est quand même une application fonctionnelle. Et à un moment ou à un autre, il faudra qu'on persiste quand même les données en base de données pour la production. Donc si on refactor un tout petit peu le code que je vous ai montré pour le rendre plus facilement testable, ici ce qu'on va faire, c'est du coup éviter d'utiliser ce fameux singleton qui va créer le couplage, mais on va injecter dans la classe addMarkerToMap le contrat map, qui permettra toujours de pouvoir sauvegarder et récupérer des maps. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, dans les tests, on pourra lui donner l'instance in-memory, qui permettra de rendre, entre guillemets, ce code sans I/O, sans utilisation d'I/O. Et sur la prod, bien évidemment, on utilisera le repos Postgres pour avoir une app fonctionnelle. Par exemple, l'archi-hexa aide quand même beaucoup à isoler les I/O, les repousser le plus loin possible. Alors là, on ne va pas faire non plus un cours magistral sur l'archi-hexagonal, mais on va voir rapidement ce que c'est. En gros, la partie sûrement la plus importante de l'archi-hexagonal, ça va être le domaine. En gros, le domaine, c'est la partie où on va mettre tout le code qui résout les problématiques sur lesquelles on va travailler. Ici, mon domaine, en gros, c'est la cartographie. Je vais être en capacité de pouvoir gérer des cartes, mettre des points dessus, les bouger, etc. Donc c'est ici où, par exemple, j'aurai mon objet map, mon objet marqueur, ma classe addMarkerToMap, etc. Et ce qu'on veut aussi dans le domaine, une des règles hyper importantes, c'est que cette partie-là de l'application n'utilise strictement aucun I/O. Après, on va ouvrir ce qu'on va appeler des ports primaires. Et les ports primaires, ça va permettre de pouvoir piloter notre application, potentiellement exposer un service métier qui va pouvoir être repris par exemple dans un contrôleur REST qui permettra d'exposer une API pour avoir un client graphique qui va manipuler les maps, ou on pourrait imaginer un CLI qui importe automatiquement des marqueurs sur une map. Et pour justement éviter que notre code utilise des I/O, on va aussi utiliser des ports secondaires qui, eux, vont permettre de pouvoir repousser les I/O dans ce qu'on va appeler l'infrastructure. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est essentiellement, clairement, le domaine et l'infra. Donc, si on reprend notre exemple, par exemple, avec le repos, ouvrir un port, clairement, ça va être définir une interface. Et tout à l'heure, on avait notre interface Maps. Donc ça, c'est en fait le fait d'ouvrir. On va définir un contrat dans notre domaine. Et ça va nous permettre, dans l'infra, de pouvoir avoir plusieurs implémentations en fonction des cas. Et par exemple, c'est là où on aura notre Postgres repository, qui, du coup, lui, ça sera la partie où on gérera vraiment la base de données, etc. Et on pourra avoir aussi notre autre emblème ou xemblem en fonction des cas. Et ça va aussi nous aider en fait pour définir un peu notre stratégie de test. Parce que tout simplement, ce qu'on veut dans les tests unitaires, c'est que notre code n'utilise pas d'I/O, comme ça va nous permettre de pouvoir ne pas avoir de setup, un feedback très rapide. Donc en gros, notre domaine va être couvert à 100% par des tests unitaires, où on va pouvoir justement gentiment coder progressivement notre domaine, donc ici la cartographie. Et on va utiliser un autre type de test, qui va être les tests d'intégration, pour vérifier que lorsque j'ai besoin d'utiliser un outil comme la base de données, par exemple, mon repository, on est bien en capacité de mettre des données en base de données et de les récupérer. Et si c'est un autre type de test, en général, ils sont un peu au-dessus dans la pyramide des tests parce que forcément, on est obligé de setup une base de données. Donc du coup, la feedback loop va être un peu plus longue. C'est pour ça qu'en général, on en veut peut-être un peu moins que les tests unitaires. Et en général, quand il y a débat dans une équipe sur les tests unitaires, c'est ça, les tests d'intégration, c'est ça, les tests auto, c'est ça, etc., ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est le fait de se dire, on va avoir des tests qui vont tester du code qui n'ont pas d'I/O et avoir des tests qui vont tester du code qui ont des I/O. Ça peut éviter les débats interminables, parce que ce qui va être important, justement, c'est bien faire la séparation entre ces deux mondes et avoir une bonne couverture de tests pour être surtout confiant quand on va livrer quelque chose et en même temps profiter des tests pour nous aider à développer.
Une autre problématique que j'ai rencontrée, c'est le fait de vouloir tester des membres privés. D'ailleurs, c'est l'une des premières erreurs que j'ai fait quand j'ai voulu commencer à tester. Globalement, on ne teste pas les méthodes privées. Méthode privée, dans l'objet, en fait, c'est clairement un détail d'implémentation. Il faut voir l'objet comme un être vivant. Nous, on est des êtres vivants, on sait très bien qu'on a des organes, etc., mais ça ne nous regarde pas de comment ça fonctionne. Si j'ai besoin de demander quelque chose à quelqu'un, je vais lui poser une question, il me répondra. Et donc c'est un peu la même chose avec l'objet. Si je veux discuter avec lui, je vais utiliser son API publique. En gros, ça va être les méthodes publiques qu'il va exposer. Et quand je vais tester une méthode publique, en fait, je vais tester implicitement une méthode privée. Ou tout du moins toutes les méthodes privées qu'elle va utiliser. Et si j'ai besoin de tester une méthode privée, c'est tout simplement parce que mon objet, c'était un God object. C'est quelque chose qui faisait beaucoup de choses en tâche de fond, entre guillemets, qui avait peu de méthodes publiques. Et donc, pour vérifier que ce que j'avais fait fonctionnait bien, je voulais accéder à tous ces membres privés. Et la problématique ici, c'est que, en gros, cette classe ne suivait pas SRP. SRP, c'est le principe de responsabilité unique, qui dit qu'en gros, une classe doit avoir une seule raison de changer. En gros, elle doit avoir une responsabilité. Et donc, en fait, mon objet, clairement, il avait trop de responsabilités. Donc, si on repart sur notre exemple, potentiellement, j'avais ma grosse classe qui avait, admettons, disons, 6 responsabilités. C'est les fameux petits rectangles verts. Donc, ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est prendre ce gros objet, l'éclater en 6 petits objets. Et là, en fait, ces petits objets auraient eu des méthodes publiques. Et l'avantage que ces méthodes publiques, en fait, j'aurais pu les tester facilement sans m'amuser à utiliser de la réflexion pour aller choper une méthode privée, etc. Ce que je conseille absolument pas, clairement. Et donc, ça m'aurait permis de valider que ces 6 petites briques fonctionnaient comme il fallait. Et à partir de là, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que j'utilise la composition. En gros, la composition, c'est jouer au Lego dans le monde du software. C'est prendre ces 6 petites briques, on les assemble, et à la fin, ça nous donne, comme quand on joue au Lego, notre grosse pièce qu'on a construite, et on en est content. Mais l'avantage, c'est que là, on savait que nos 6 petites briques fonctionnaient comme il fallait. Un autre problème qui peut empêcher de tester, ça va être le fait de dépendre de code qui ne va pas être prédictible. Quand on teste quelque chose, en fait, on va avoir une boîte, on va lui donner quelque chose en entrée, et en fonction de cette entrée, ça va générer une sortie. Et si la sortie n'est pas prédictible, ou on ne peut pas la prédire en fonction de ce qui a été envoyé en entrée, clairement, on ne pourra pas tester notre code. Et ça arrive en fait quand on va utiliser des choses qui vont générer des choses aléatoires. On va prendre par exemple la classe account. Account, en gros, c'est la classe qui représente un compte utilisateur pour le cartographe. On peut voir qu'en entrée, elle a un paramètre password. Et ce password, en fait, on va l'utiliser en fait, pour le chiffrer avec bcrypt pour éviter de stocker des mots de passe en clair dans notre application. Le problème avec bcrypt, c'est qu'à chaque fois que je vais lui demander de hasher un mot de passe, ça va me générer un hash nouveau. C'est-à-dire que, mais pour le même mot de passe. Ce qui fait qu'on génère des hashes aléatoirement. Et quand je vais vouloir utiliser cette classe dans la classe register cartographer, qui est en gros le morceau de code qui va enregistrer un cartographe sur l'application, ça va générer de l'aléatoire. Et on va voir ça dans les tests. C'est-à-dire que quand je vais écrire mon test ici, je vais exécuter une première fois le code qui permet d'enregistrer un cartographe sur l'application. Donc là, bcrypt va me générer un premier hash pour le password 1. Et quand je vais vouloir vérifier que tout se passe bien dans le assert, à ce moment-là, je vais régénérer un nouveau hash pour le password 1. Le problème ici, c'est que l'exemple de code que je viens de vous montrer, il est hyper basique, on est tous sûrs qu'il fonctionne, mais j'ai quand même un test rouge à la fin, parce que le code que je teste génère de l'aléatoire. Donc, pour résoudre cette problématique, une fois de plus, on va appliquer l'inversion de dépendance. C'est-à-dire qu'on va définir un contrat qui va spécifier comment dans l'application, je vais hasher mes mots de passe. Et ça, en fait, ça permettra d'avoir plusieurs implémentations. La première va être le in-memory password encryptor, qui lui me retournera clairement un hash hardcodé. Et ça va permettre de pouvoir rendre mon code prédictif. Et donc du coup,
je vais pouvoir tester mon code facilement. Et bien évidemment, on va avoir une autre instance pour la prod qui, elle, va utiliser Bcrypt parce qu'on veut être en capacité de chiffrer les mots de passe et avoir une application fonctionnelle et sécurisée. Et donc, si on refactor un tout petit peu le code ici, on va changer la classe count pour qu'elle ne dépende plus d'un mot de passe en clair, mais plutôt le mot de passe chiffré. Et en fait, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter le contrat dans la classe register cartographer, qui, en fonction du contexte, on va utiliser l'implémentation in-memory ou l'implémentation de prod pour faire en sorte que ça fonctionne sur la prod, mais surtout que le code devienne testable et qu'on évite d'avoir cette erreur. Un autre problème aussi, ça va être de vouloir s'amuser avec ce qu'on appelle les actual date time. En gros, c'est le fait de vouloir gérer la date de maintenant. Repartons sur notre use case de j'ajoute un marqueur sur une map. Je voudrais ajouter un peu plus d'informations au moment où un cartographe ajoute un marqueur sur la map. J'aimerais bien avoir la date et l'heure à laquelle il a été ajouté. On pourrait se dire, solution simple, j'ajoute un paramètre supplémentaire sur la méthode addMarker où je génère la date de maintenant et ça va faire des chocs à pic. Eh bien, ça ne va pas vraiment marcher. Tout simplement parce que quand je vais vouloir tester ce morceau de code, dans le act, je vais exécuter forcément mon morceau de code, qui va du coup générer une première date. Mais dans le assert, pour vérifier que tout fonctionne bien, du coup je vais devoir régénérer une nouvelle date. Et là, potentiellement, il va y avoir une nanoseconde entre les deux dates. Et quoi qu'il arrive, même si c'est rien du tout, ça va faire fail mon test, ou le rendre hyper flaky. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas, parce que comme tout à l'heure, l'exemple est hyper basique et il devrait fonctionner quoi qu'il arrive. Donc là, encore une nouvelle fois, on va utiliser l'inversion de dépendance, c'est-à-dire qu'on va définir un contrat qui va permettre de définir comment on va gérer le temps dans l'application. Et ce contrat, on va pouvoir l'implémenter d'une première façon qui va retourner une date hard-codée. Et ça, on va l'utiliser dans les tests. Et donc, du coup, ça va rendre notre code prédictif et testable. Et on va bien sûr avoir une instance qui va se baser sur l'horloge du système pour qu'on ait une application fonctionnelle parce qu'on ne veut pas toujours retourner la même date à chaque fois qu'on ajoute un marqueur sur une map. Et si on refacto un tout petit peu le code qu'on avait, ici dans la classe addMarkerToMap, on va lui injecter le contrat l'horloge et ça permettra de pouvoir générer le temps en fonction du contexte, que ce soit la prod ou les tests. Et donc du coup, on aura une prod fonctionnelle et du code qui est enfin testable. Un autre problème qu'on peut rencontrer aussi, c'est le fait de casser l'encapsulation pour être en capacité de tester son code. Alors, on va voir déjà ce que c'est l'encapsulation, mais avant ça, on va revenir sur le cycle de vie d'un objet. Un objet, en fait, on va commencer par le construire, et ça, en gros, on va lui donner des choses à manger, des informations, et ces choses vont permettre d'initialiser le state interne d'un objet. Après, on va avoir des méthodes publiques, comme je le disais tout à l'heure, qui vont permettre de pouvoir dialoguer avec notre objet et implicitement interagir avec le state interne. Mais ça ne nous regarde pas comme les méthodes privées. Et l'encapsulation, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de garder ce state privé et ne pas révéler les détails d'implémentation de l'objet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on casse l'encapsulation? En gros, ça va être le fait d'ajouter tout un tas de petits getters qui vont accéder aux propriétés de l'objet et révéler en gros les détails d'implémentation de notre objet. Si on prend un petit exemple, en fait, je veux être en capacité de récupérer le marqueur le plus proche d'une localisation sur la map. Si j'utilise la méthode je casse l'encapsulation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une méthode, un getter getMarker qui permet de récupérer la propriété marqueur et ça va me permettre d'accéder à ce truc et n'importe où dans l'application, je vais utiliser ce getter pour faire tout un tas de traitements et etc. Alors que une autre solution, ça serait de plutôt ajouter une méthode à mon objet orienté métier qui va dire en gros récupère-moi le marqueur, peu importe comment le state est structuré. Et ça, l'avantage, c'est que ça va quand même grandement faciliter vos refactos, parce qu'à partir du moment où vous avez un petit getter, vous allez l'utiliser un peu partout dans l'application, et quand vous l'aurez utilisé 150 fois,
À partir du moment où vous aurez besoin de restructurer le state interne de vos objets, il va falloir aller retoucher l'utilisation de ce marqueur un peu partout. Par exemple, à la base, vous stockez les marqueurs en tant que tableau simple et vous voulez passer à une liste, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on utilisera le fameux getter, il faudra le retoucher. Tandis que si vous passez par la méthode findClosedMarker, c'est cette méthode, peu importe comment le state va être structuré, qui va se charger de récupérer les bonnes infos. Ici, on peut voir qu'en fait, j'ai jamais utilisé de getter dans les exemples de tests que je vous donnais jusqu'à maintenant pour vérifier que j'avais bien, que mon test produisait le bon résultat. En fait, ce que j'utilise, ça va être la comparaison d'instances. Par exemple, là, ici, c'est un exemple en TS. On a l'avantage d'avoir le double égal versus le triple égal. Donc le double égal, on va comparer deux instances d'objets versus le triple, où on compare deux références. Et ça va me permettre d'éviter d'avoir des getters. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'exécute une méthode, je veux vérifier qu'elle fonctionne bien, je vais comparer l'instance sur laquelle j'ai exécuté ma méthode que je veux tester à l'instance, ou du moins dans l'état dans lequel je voudrais que mon objet soit. Et donc ça va m'éviter d'avoir tout un tas de getters pour être sûr que je puisse tester mon code. Et potentiellement, on peut aussi rajouter une méthode equals ou nommer comme vous voulez, qui permettra de comparer l'instance en cours à une instance donnée. Ça produit le même résultat et si vous n'avez pas le double ou triple égal, ça peut faire aussi le job. Un autre problème qu'on peut rencontrer, c'est le fait d'avoir une suite de tests qui n'est pas compréhensible. Jusqu'à maintenant, on a ajouté un marqueur sur la map. Donc c'est cool, ça fonctionne bien, on a un test qui le couvre et on pourrait passer à tous les edge cases, etc. Et on pourrait se dire, ce qui est important, c'est le code de prod. Je commence à écrire un petit test rapidou. Je dis, tiens, je ne peux pas ajouter un marqueur et je passe directement à l'implémentation du code. Sauf que ici, en fait, on donne peu d'informations ou pas d'informations sur la logique que va fournir votre objet, quoi. Ce qui fait que vous donnez aucune information à vos collègues quand ils vont reprendre votre code et vous donnez aucune information lorsque votre vous du futur reprendra ça dans 6 mois. Parce que des fois, à un instant T, ce qu'on produit, c'est très clair, mais 6 mois après ou 1 an après, ça l'est peut-être un peu moins. Donc en fait, il faut toujours prendre un peu de recul et clairement faire en sorte que les noms de vos tests représentent la logique que votre objet est en train d'exposer. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est de décrire les détails d'implémentation, parce qu'ils auront beaucoup plus de chances de changer que clairement la logique que vos objets ou vos fonctions vont exposer. Par exemple, ça va être le fait de dire « Tiens, mais cette méthode, quand je lui donne cet argument de tel type, elle va retourner tel argument de tel type. » Ou si vous utilisez une librairie de mock, je veux que cette méthode soit appelée avec cet argument et ça produise tel résultat. Globalement, là, en fait, vous allez potentiellement fournir une première version de l'implémentation de votre méthode, mais avec le temps, la façon dont vous allez résoudre la problématique et du coup les détails d'implémentation vont pouvoir changer. Tandis qu'il y a peu de chances que le métier ou tout du moins le comportement qu'expose votre objet change. Donc le fait de vraiment décrire ce que l'objet ou la fonction fait va rendre votre test, ou du moins le nom de votre test, beaucoup plus pérenne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les tests, c'est une documentation gratuite. Si à un instant T, on lit un morceau de code qui est testé et qu'on ne comprend pas, on a juste à lire les tests et du coup, on va commencer à comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est quand même assez important. Ça évite potentiellement d'avoir des commentaires en pagaille dans le code qui ne sont pas maintenus à jour ou des grosses docs qui peuvent être des fois sur Notion ou autre qu'on ne va jamais lire parce qu'on ne les a jamais à côté, etc. Donc là, c'est gratuit, c'est vraiment utile. Il faut aussi éviter au maximum le bruit. Par exemple, là, j'ai un use case hyper basique, je veux renommer une map. En gros, la map a un nom et je veux changer son nom. En gros, muter une petite variable. Mais en fait, la map, elle a grossi. Je vais ajouter plein de propriétés parce qu'on a ajouté plein de features. Et le problème, c'est que là, ici, pour tester ce cas-là, dans le range, il faut que j'instancie une map avec toutes les propriétés, dont un nom. Après, je vais du coup renommer cette map. Mais dans le assert, je vais me retrouver à
à devoir réinstancier une map avec le bon nom pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, pour un truc qui est hyper basique, on voit, quand on lit le test, ça ne saute pas aux yeux de ce qu'on peut faire, quoi. Donc pour pallier à cette problématique, ce qu'on peut faire, ça va être le fait d'utiliser une static factory qu'on va ajouter sur notre objet. Et donc, on va lui donner, elle va prendre en paramètre une ou plusieurs données nécessaires pour construire l'objet. On va les utiliser quand elles sont fournies, et si elles ne sont pas fournies, on va lui fournir des valeurs par défaut. Et ça, en fait, ça va permettre de pouvoir construire des objets seulement avec les propriétés dont on veut. Ici, ce qu'on veut, c'est clairement être en capacité de construire une map avec un nom, seulement le nom. Les autres propriétés, ça ne m'intéresse strictement pas pour ce cas-là. Renommer et à nouveau recréer la map. Et donc là, ça rend quand même le test beaucoup plus clair, on va droit au but. En général, ce que je fais, c'est que quand j'utilise cette méthode, je l'utilise plutôt sur les petits projets et je vais rajouter un petit comment en disant cette méthode ne s'utilise pas pour le code de prod. Et je peux comprendre aussi que ça puisse choquer des devs d'avoir du code de test dans le code de prod. Donc, on peut avoir une autre façon de faire. Cette façon de faire, en fait, ça va être le fait d'utiliser un builder à la place d'une factory. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une liste de propriétés qui sont les propriétés nécessaires pour créer un objet et leur donner des valeurs par défaut. Et après, on va pouvoir définir tout un ensemble d'accumulateurs de données. Et les données accumulées, en fait, on va les utiliser pour créer un objet ou alors utiliser les valeurs par défaut. Et donc ici, en fait, on aura un test qui sera tout aussi lisible. Et l'avantage que peut avoir le fait d'utiliser des builders, c'est que justement, toutes ces méthodes-là, vous allez pouvoir les nommer en fonction de cas bien précis, ce qui peut rendre des fois les choses un peu plus verbeuses, mais des fois beaucoup plus claires. Parce qu'en fonction de tel ou tel cas, vous allez pouvoir utiliser tel ou tel setter. Gros avantage de cette façon de faire aussi, c'est que vous allez centraliser l'instanciation de vos objets. Et ça a un gros avantage, c'est-à-dire que si mon objet map, je l'utilise, je l'instancie 150 fois dans ma suite de tests, le jour où je vais vouloir rajouter une propriété à cet objet, il va falloir que je change les 150 instances si je n'utilise pas un builder ou une factory. Tandis que si on utilise cette façon de faire, on va seulement devoir changer la factory ou le builder et ça va quand même permettre d'accélérer le fait de pouvoir tester et surtout ne pas se mettre de bâton dans les roues. Un autre problème qui peut être aussi important, c'est considérer que le seul truc qui est important, ça va être le code de prod parce que ça part en prod et c'est là où il y a la valeur. Mais le problème, c'est que si vous ne prenez pas soin de vos tests, il y a un moment ou un autre, ça va clairement ralentir votre delivery. Et ça va vous poser pas mal de problèmes et ça, c'est du vécu. Moi, ça m'est déjà arrivé de bosser sur un projet où clairement, on avait un petit socle de tests unitaires, on avait 0 test d'intégration et alors pléthore de tests end-to-end qui étaient globalement assez flaky, qui fonctionnaient assez lentement et c'était hyper coûteux. En gros, c'était des heures de CI à attendre un résultat, des fois cassé parce que... Donc faites bien attention à utiliser les bons tests aux bons endroits parce que même si cette couverture de test fonctionne sur un petit projet au départ, clairement si vous voulez scaler, devenir la nouvelle startup à la mode et être 150 en 6 mois, ça ne fonctionnera pas du tout. Et il faut aussi prendre le temps de refactorer ces tests comme vous refactorez votre code de prod. Ne pas hésiter à les rendre clairs et compréhensibles de tout le monde. Parce que globalement, si vous changez quelque chose et que ça va casser un test un peu autre part dans l'application, si le test n'est pas du tout compréhensible, vous allez mettre vraiment longtemps à comprendre ce qui se passe et donc du coup ça va générer une charge mentale. Tandis que si vos tests décrivent réellement ce qui se passe, en fait ça va être beaucoup plus simple de pouvoir changer les choses. Après, il ne faut pas hésiter aussi à se simplifier la vie, comme par exemple avec les petits tricks des builders ou des factories qui évitent de changer 150 instances un peu partout. N'hésitez pas à faire des helpers pour facilement écrire des tests et ne pas passer 150 ans à devoir écrire 150 trucs pour être en capacité de tester la moindre chose.
Et des fois, quelque chose qui n'est pas facile, c'est si vous avez un test qui sert vraiment à rien, qui est hyper flaky, et des fois, il faut faire attention, on peut avoir des doublons quand on travaille à plusieurs sur une énorme code base. Il faut savoir aussi supprimer les tests qui ne sont pas du tout pertinents. Alors je ne dis pas qu'il faut tous les supprimer, mais quand vous sentez qu'un test n'apporte strictement rien, hormis casser la CI de manière aléatoire toutes les 2 semaines, ce que j'ai clairement vécu, moi je vous conseillerais soit de bien le réécrire, ou alors soit carrément de le supprimer s'il a 0 valeur. Et le dernier conseil que je peux vous donner, ça va être le fait de vous assurer qu'à un moment ou à un autre, vos tests sont rouges, mais pas sous vert pour les bonnes raisons. Et ça, surtout si vous faites du test after. Parce que quand vous faites du test after, potentiellement, vous avez votre code, vous allez écrire un test, vous le lancez, ça passe direct au vert. Mais est-ce que le test est bien passé au vert pour les bonnes raisons? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans un faux positif et du coup, vous avez écrit un test qui, quoi qu'il arrive, il est vert, mais il ne sert à rien? On peut prendre un petit exemple qui est un peu naïf, mais je prends le use case, je veux ajouter le dernier marqueur qui est ajouté sur une map. Et là, dans le range, je fais pas gaffe, je lui donne seulement un marqueur. Potentiellement, ce test, il peut être tout le temps vert, quoi. Et je peux implémenter n'importe quel algo derrière, ça ne changera rien du tout. Et ça, c'est ce qui se produit souvent quand on fait du test after. C'est qu'on va plutôt tester le code qu'on a écrit plutôt que vérifier que le code fonctionne comme il faut. Quel pourrait être le prochain step? Alors, ce n'est pas forcément le prochain step, on peut faire aussi en parallèle, mais c'est toujours plus simple quand on est à l'aise avec les tests. Ça va être de faire du TDD. Le TDD, c'est le Test Driven Development. Donc en gros, c'est une méthode qui va se baser sur les tests et qui va vous permettre de pouvoir designer pas à pas votre code. On commence par écrire un test rouge. Donc en gros, globalement, on définit une hypothèse. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est faire passer ce test au rouge au vert en écrivant le code le plus simple pour, en gros, ça va permettre de valider l'hypothèse. Et à partir de ce moment-là, on peut être en capacité de le refactorer s'il y a besoin. Et on repart au départ. Et ça, en fait, ça va nous permettre de pouvoir petit à petit livrer du code et s'assurer qu'il fonctionne et avoir un feedback très rapide avec des tests. Et c'est toujours mieux d'aller dans le code, shipper des petits trucs régulièrement, que potentiellement passer 3 heures sur un tableau à 5 pour avoir une super solution, commencer à se mettre à la coder, à s'apercevoir au bout de 2 minutes que ce n'est pas faisable. Donc c'est une autre façon de voir aussi les choses. J'en profite pour vous parler rapidement de mon blog. J'ai écrit pas mal de blog posts sur en gros l'ingénierie logicielle et en général ça parle souvent des tests parce que vous avez pu le comprendre, c'est un sujet que j'aime bien et qui me tient à cœur. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, me donner du feedback en fonction de ce que vous avez pu apprendre ou ce que potentiellement vous ne comprenez pas. Merci à l'Orga de m'avoir permis de parler aussi de ce sujet et merci aux sponsors de rendre cet événement possible. Merci aussi à l'école 3IS pour la captation. C'est là-dessus que s'achève la présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai une petite question. Deux micros. Voilà. Je regarde, tiens, ça va? Il faut mettre les deux en même temps. Celui-là pas trop près et celui-là vous pouvez l'approcher un peu plus. Ok, ça marche. Ok. Merci pour la presse, c'était top. Je te remercie vraiment. Moi j'ai vraiment apprécié. Tu fais ça super bien, c'est top. Merci. Moi j'aimerais avoir des équipiers de dev en termes d'implémentation, test. C'est pas le cas encore aujourd'hui. La question que je me pose, je vois ce que tu fais, c'est vraiment top. Les premiers petits pas pour toi, ça serait lesquels? Parce que dans ce que tu montres, il y a des choses qui sont hyper importantes, mais qui nécessitent peut-être beaucoup de refacto. Tu parlais des méthodes publiques, des méthodes privées. Déjà, d'un point de vue architecture logicielle, tous les développements ne s'y prêtent pas tout de suite. Si j'avais envie de faire du TDD, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de prérequis en termes d'archi à refaire ou il y a déjà des petits tips, des petites choses sans révolutionner toute l'architecture qu'on pourrait faire? Globalement, ce que je peux te conseiller, c'est la méthode Mikado.
En gros, c'est une méthode qui est hyper utile pour les refactos. C'est pas dédié au test, hein, mais c'est le fait que tu peux te lancer dans un truc, tu vas avoir besoin d'un refacto, tu peux te retrouver avec un change à 1500 lignes, impossible à merger rapidement. La méthode Mikado, en fait, c'est tu définis ton but, le but que tu veux atteindre, et tu vas définir une première liste de prérequis. Et tous les prérequis, tu vas pouvoir les explorer. Si tu n'arrives pas à résoudre un prérequis rapidement, du coup, tu revertes les changes que tu as fait et tu redéfinis une liste de prérequis. Et tu recommences à les explorer. Et au bout d'un moment, ça te fait un graphe. Et quand tu résous tous les prérequis, en gros, tu atteins ton but. Et ça, déjà, je pense que c'est déjà une bonne pratique globalement pour produire du logiciel, surtout dans des apps legacy. Et après, sur le côté testing, alors déjà, ça dépend de la culture. C'est sûr que c'est toujours mieux quand tu as une appli qui est bien rangée, où tu as les IO d'un côté et tout ça. Mais ça, en fait, il faut... C'est un prérequis quand je t'entends. Pas forcément, parce qu'en fait, tu peux y aller petit à petit. Tu sais, tu as un refacto, tu appliques la méthode Mikado, tu commences à se dire, tiens, là, ça marche pas, j'extrais ce truc-là, au pire, j'extrais la logique, je la mets autre part. Du coup, je peux avoir une feedback loop courte, je vais réinjecter ce morceau autre part, etc. Donc il n'y a pas de règle magique, mais ça va être le fait de se brancher quelque part, ou alors des fois y aller un peu de manière brutale. Tu sais que tu dois refaire totalement une feature, moi ça m'est déjà arrivé, mais par défaut tu as la branche en prod qui pointe sur ta feature, et après tu commences à créer une nouvelle route que tu peux activer avec un feature flag ou autre, qui va te permettre de reconstruire progressivement tous les trucs, mais tout en ayant toujours quelque chose en production, quoi. Alors ça, en général, il vaut mieux l'appliquer sur de petits éléments, tu vois, où tu vas pouvoir réécrire progressivement du code. Et donc, tu as tout un tas de choses à faire en fonction des cas. Et après, globalement, il faut que ton équipe ait une culture orientée à ces tests. Si elle n'a pas, le mieux, c'est de se faire accompagner. Clairement, moi, au début, c'est ce qu'on a fait. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Du coup, clairement, on a fait appel à un formateur, Mathias Novak, pour le citer. Il est arrivé, il nous a expliqué sa compréhension et sa vision du test logiciel qu'on a repris et qui nous a permis de passer outre tous les débats qu'on pouvait avoir. C'est quoi un test d'inté, qu'est-ce qu'on fait, blablabla, tout ça, quoi. Ok, ça marche. Il y avait une question au fond. Merci pour cette presse. Je suis très aligné sur le discours et c'est cool d'avoir ce genre de presse à la Tour. J'ai une petite question. Dans tes exemples, tu utilises beaucoup de fake. Après, tu as parlé un tout petit peu de framework de mock. C'est par facilité que tu les as pas utilisés ou tu as une préférence à pas les utiliser? Les mocks? Non, les frameworks pour faire de la vérification d'état. Globalement, sur une app back, maintenant, j'utilise j'utilise pas de framework de mock. Je fais que des fakes. Grâce à, par exemple, à l'archi-exa, tu ouvres un port, en gros, tu as un contrat, 2 implèmes, ça marche très bien. Et alors, suivant les cas, des fois, tu auras peut-être besoin de moquer un truc parce que tu as un... Mais sur les dernières applis que j'ai fait, j'ai pu me sortir, j'ai pu m'en sortir sans framework de mock. Parce qu'au début, clairement, quand j'ai commencé à tester, j'ai trop surabusé de tous ces frameworks de mock, à moquer n'importe quoi, dont même le fait au lieu d'instancier tout simplement un modèle, tu le moquais parce qu'ils avaient une interface, parce qu'on voulait avoir des trucs super extensibles, etc. Du coup, on faisait un peu n'importe quoi, ça rendait nos tests hyper flaky. Par contre, sur le côté front, ouais, j'ai tendance à plus l'utiliser parce que là, tu as d'autres problématiques où même si tu isoles potentiellement la logique du rendering, tu as toujours des libs qui ont besoin de faire tel ou tel truc, donc c'est moins simple de faire de l'inversion de dépendance, etc. Okay. C'est pas plus coûteux d'implémenter tout le fake? Tu te dis que c'est un moment, si le fake c'est dur de l'implémenter, c'est qu'il y a un problème de responsabilité unique ou quelque chose comme ça? Tu as un repos, l'implémenter, c'est simple. Après, je sais pas, tu as un service de notif, ce que tu vas faire tu peux envoyer une notif, après c'est juste que potentiellement tu vas avoir une autre méthode qui va te récupérer la notif, et en gros ce que tu fais c'est que tu stockes l'objet, etc. Et tu peux, en fait tu as des moyens de faire, et là une fois de plus tu n'as pas une seule façon de faire, tu vois. Mais et au pire des cas, si je le fais, des fois ça m'est arrivé d'émuler un truc de mock où effectivement tu gardes un petit booléen quelque part, tu dis tiens cette méthode est appelée au moins avec les bons paramètres, etc. Et ça, du coup, j'ai un truc assez simple.
Et je peux l'utiliser aussi pour bouchonner des trucs. Parce que des fois, tu vois, tu veux tester une partie de l'application, par exemple les notifs, tu t'en fiches, tu veux couper les notifs, donc tu utilises son fake et tu vas tester une autre partie, par exemple le fait que j'ajoute bien le marqueur et après la notif est envoyée. La notif, des fois, ça peut être un truc pas hyper important, donc tu peux vouloir te concentrer là-dessus ou couper ton test en plusieurs, etc. quoi. Ok, ça marche, merci. D'autres questions? N'hésitez pas à le coller sous le menton, le micro main. C'est comme ça. Ça va. Ouais. Ouais, en fait, moi, ma question, c'est plus en fait sur ta dernière recommandation sur la next step, ouais, donc aller implémenter du TDD. Quand est-ce que tu recommanderais de ne pas utiliser du coup du TDD? Parce que moi, j'ai plus en fait, je dirais un contre-exemple quand en fait tu sais pas vraiment, enfin, quand tu as des cas, des implémentations qui sont vraiment difficiles à faire, tu sais pas vraiment en fait ce que tu veux tester tant que tu n'as pas vraiment codé l'application, enfin l'application, la feature au moins une fois, voire deux fois, avant de mettre en place tes tests. Et à prendre cette approche un peu TDD, pour moi, ça me semble un peu overkill tout de suite lorsqu'on essaie de se trouver. Je sais pas si tu vois, enfin, je sais pas si ma question est claire par rapport à ça. Si, mais moi j'aurais tendance à te recommander d'utiliser justement le TDD dans ces cas-là. Parce que l'avantage, c'est que en fait, TDD, c'est pas une méthode de test, c'est une méthodologie qui s'appuie sur les tests. Et grâce aux tests, tu as un feedback très rapide. Et le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, au lieu de passer 3 plombes sur un tableau et essayer de faire une sorte des schémas, des algos ou tout ce que tu veux, bah, tu commences à écrire un test, mais vraiment, il faut y aller pas à pas, quoi. Et c'est là où il faut savoir slicer vraiment bien son boulot. C'est-à-dire que tu sais pas trop où tu vas, tu vas commencer à écrire le test le plus naïf du monde. Tu fais, je veux que mon code fasse ça. Potentiellement, tu vas faire direct un return, quelque chose dans ton code. Et après, tu fais, bon, mon code, il a besoin de faire autre chose. Potentiellement, on a fait un kata ce matin. Le premier truc qu'on a fait des returns à recoder sur les 3 premiers tests qu'on a fait, quoi. Pour être en capacité après de pouvoir refactor en se disant, bon, là, on a nos cases qui passent. Maintenant, il faut vraiment que ça retourne quelque chose de fonctionnel. Et moi, j'aurais tendance à te recommander de l'utiliser pour ce type de choses-là. Je suis conscient que c'est pas évident les premières fois, donc c'est toujours mieux, pareil, de faire du pair programming, du mob programming avec des gens qui savent en faire, ce qui font ou commencer peut-être par des katas, où en équipe vous vous amusez, vous vous cassez un peu les dents, et après, progressivement, sur de petites parties dans ton app, tu peux le faire, etc. Mais globalement, si tu as quelqu'un dans ton équipe qui utilise et maîtrise le TDD, moi je te conseillerais de faire que du pair avec lui. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et tu verras, tu changeras d'avis totalement. Merci. Il reste exactement 1 minute. N'hésitez pas à mettre 2 micros. Bonjour, d'abord merci pour la présentation qui était très bien, aussi pour tes explications. Merci. Pour revenir au TDD, en fait, quand on doit construire un logiciel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on nous demande. Et à partir du moment où on n'a pas compris ce qu'on nous demande, on fera toujours quelque chose qui est mauvais. Et pour comprendre ce qu'on nous demande, c'est savoir comment est-ce que ça fonctionne, sur le faire. Et le test, en fait partie de savoir qu'est-ce qu'on nous demande. Et si on écrit les tests avant, si on a le temps d'écrire les tests avant, on est sûr que soit on a mal compris ce qu'on doit écrire et on se plante au niveau du test, soit le code est bien écrit et là le test c'est bien. Donc en fait, plus c'est compliqué et mieux c'est de s'entourer même des côtés du métier pour avoir un peu les bons tests pour bien en fait encadrer le code. Mais elle était super ta présentation. Globalement, une équipe, c'est pas que des techs, hein. C'est le produit, les QA si vous en avez, et il faut que ça fasse un seul bloc qui est travaillé ensemble. Moi, j'irais beaucoup plus loin, c'est effectivement le test. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les ateliers comme l'example mapping ou l'event storming. Un event storming, ça va permettre d'avoir la big picture sur ce que tu vas réaliser. Donc, tu rassembles les devs et les non-devs dans une pièce, ils discutent. Ils définissent le flow global de ton app, de ta feature ou tout ce que tu veux.
Et après, au niveau micro, ça va être l'example mapping, où en fait, tu vas clarifier tous les critères d'acceptance d'une story. Et donc ça permet d'être sûr que quand tu vas commencer quelque chose, déjà le métier, il est clair et net. Et en plus, dans l'example mapping, en gros, c'est tu prends chaque règle métier et tu les illustres avec des exemples. Ce qui fait que tes exemples, c'est typiquement tes test cases. Donc potentiellement, tu as déjà la moitié du taf qui est fait, tu prends ton exemple, pap, tu commences à écrire un test, tac, et après tu dépiles tous les trucs, quoi. Donc ouais, produire du logiciel, c'est avec le métier. Si tu fais que de la technique, tu feras potentiellement un logiciel technique qui servira pas beaucoup. Enfin, ou qui fonctionnera pas comme le métier veut, et là, dommage, quoi. Voilà, je suis désolé, c'était Timekeeper. Merci. N'hésitez pas à me donner du feedback, il n'y a plus le QR code, mais si vous l'avez eu ou ils sont dispo un peu partout, je suis preneur de vos retours.